Mais merci. En tout cas, vous me permettez de faire une divagation de quelques minutes parce que c'est avec beaucoup d'émotion. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais parler devant mon maître, le professeur Driss Zaïd. Alors, pour la petite histoire, il m'a accueilli au Maroc en novembre 1997 et assistant en médecine interne à la faculté de médecine de Dakar, où il y avait un seul néphrologue. Donc, j'ai décidé de faire la néphrologie. Et hier aussi, j'ai fait une connaissance parce que j'ai été invité par la société marocaine de l'économie des produits de santé, donc où je devais faire une conférence hier après-midi. Et comme par hasard, cette conférence était présidée par le professeur Zerouali. Alors, pour la petite histoire, c'est le professeur Zerouali qui m'a accueilli à la faculté de médecine de Casa quand je suis arrivé. Et hier, il me parlait des relations spéciales qu'il a avec le professeur Zaïd. Parce que comme leurs deux noms se terminaient par Z, ils étaient deux compagnons, partout ensemble, dans les stages et partout. Et il a passé beaucoup de moments à me parler de vous, de vos relations tout à fait particulières. Et je lui rappelais qu'il a certainement oublié, il y a plus de 27 ans, c'est lui qui m'a accueilli à Casa quand vous m'avez envoyé du service vers la faculté de médecine. Et donc c'est avec une grande émotion donc, que je retrouve ces deux grandes personnalités pour moi et qui aujourd'hui nous ont permis de bâtir ce qu'on a pu bâtir ensemble, le Maroc et le Sénégal. Et c'est avec plaisir que je lui disais hier que depuis que je suis retourné au Sénégal et qu'on a créé l'école de néphrologie de Dakar, nous avons formé 200 néphrologues de 21 pays d'Afrique et pratiquement 20% des néphrologues marocains. Et ceci montre encore cette coopération sud-sud entre le Maroc et le Sénégal. En tout cas, c'est ce que le docteur Abadi a essayé encore de magnifier à travers cet atelier-là. Donc vous comprenez mon émotion. Donc en revenant, et peut-être certainement ce que je ne vous ai pas dit, c'est parce que c'est le Maroc aujourd'hui qui m'a permis de bâtir ma famille aussi, parce que mon épouse est marocaine, dermatologue. Alors donc, je vais vous parler du thème sur les stratégies pour une bonne préservation du capital vasculaire. Alors, cette préservation est destinée à qui et pourquoi? Et comme vous le savez, certainement, tout patient porteur d'une maladie chronique, quelle qu'elle soit, fait appel souvent à un suivi biologique régulier ou des traitements par voie parentérale. Et la maladie rénale chronique est une bonne illustration de ce groupe de patients. Ainsi donc, l'objectif, c'est de faciliter la création d'un abord vasculaire permanent. Et ceci, on doit le faire à tous les stades de la maladie rénale, y compris au stade 5D, donc le malade qui est en dialyse ou en transplantation rénale. Alors, la préservation de ce capital veineux concerne l'intégrité du réseau veineux, périphérique et profond, et ceci le plus longtemps possible. Mais, attention, il faut aussi protéger le réseau artériel, et ceci a un aspect qualitatif et quantitatif. La préservation doit débuter le plus tôt possible et se poursuivre bien après le début de l'épuration extra-rénale. Et les deux membres aussi sont concernés. Alors, j'ai l'habitude de dire que le capital vasculaire est finalement le présent et l'avenir du patient insuffisant rénal. Cette préservation du capital vasculaire implique donc toute personne qui intervient dans la prise en charge, que ce soit le patient lui-même et son entourage, le personnel infirmier, mais aussi les médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes. Et donc, toute effraction de la paroi vasculaire, suivie d'un processus cicatriciel, peut poser à la fin un problème par rapport à ce patrimoine vasculaire. Alors, qu'en est-il au Sénégal? Nous avons fait une étude où nous avons interrogé le personnel paramédical et 53 agents en particulier
qui était quand même, qui avait une certaine ancienneté dans les soins, 90 mois en moyenne. Et leur site de ponction, en première intention, était le dos de la main, dans 70% des cas. Et ils utilisaient surtout des calibres de 20 gauge et de 18 gauge, dans 47%. Dans cette étude, on notait quand même des complications après les ponctions, surtout des hématomes et des vénites. Mais lorsqu'on interrogeait ce personnel paramédical, dans plus de 71% des agents, pratiquement, ce n'était pas une préoccupation, le maintien du capital veineux. Alors, et quand on leur parlait de FAV, de fistule artério-veineuse, dans 32%, ils ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était une FAV et qu'est-ce que ça pouvait. Donc, nous, on avait en tête de préserver quelque chose dont le malade qui passe dans tout un circuit à la fin n'est pas au courant de cet objectif des néphrologues. Alors, ce qui fait que souvent, c'est ça qu'on voit, hein, une ponction au niveau donc, du M veineux, parce que c'est là où c'est le plus facile de piquer, hein, et donc dans les centres de prélèvement, très très souvent, c'est ce geste-là qu'on retrouve. Et là aussi, la conséquence de ces ponctions anarchiques, vous n'avez pas de... Qui? Parce que j'ai... Dans la première, la première image là, à droite, on voit ce point de ponction qui laisse une cicatrice et ceci pourrait endommager. Donc, alors, et quand on regarde sur la deuxième image, ici, vous voyez que sur tout le long de cette veine-là, il y a eu des piqûres, hein, fréquemment, et ceci qui laisse des cicatrices aussi, qui peuvent poser des problèmes par rapport à la fistule artério-veineuse. Et malheureusement, ce qui fait que chez beaucoup de nos malades, au lieu d'avoir la chance de créer une fistule distale, dès le début, on est obligé de faire, hein, donc une fistule au niveau de l'avant-bras. Et dans cette étude aussi, qui a été réalisée aux États-Unis sur environ 300 millions de piqûres de veines périphériques, on s'est rendu compte qu'au cours des hospitalisations, finalement, 60 à 90% des patients nécessitaient une voie veineuse périphérique pendant leur hospitalisation. Et 35 à 50% de ces voies n'arriveront pas à la fin du traitement. Donc on pique, on enlève, etc. Et parfois même on repique. Et finalement, les 5 causes de perte du capital veineux périphérique, selon ces études prospectives contrôlées et randomisées, c'est d'abord les infiltrations, ensuite les occlusions et les phlébites, hein, et comme vous le voyez, les infections viennent après. Alors, le réseau vasculaire et artériel aussi est à considérer. L'artère radiale est la voie d'abord de référence pour la coronarographie, mais aussi, hein, la voie fémorale devrait être utilisée. Alors, les recommandations au cours de l'insuffisance rénale chronique concernent principalement la prévention de la néphropathie aux produits de contraste, mais souvent, il n'y a pas de recommandation sur la préservation du capital artériel. Et pourtant, on a 5,5% d'occlusion artérielle à J7. Alors, pour le réseau veineux profond, les cathéters veineux centraux, souvent indispensables à l'absence de fistule artério-veineuse mature, doivent faire l'objet d'une évaluation personnalisée, hein, en termes de choix du site et du dispositif, selon le degré d'urgence, mais aussi la durée et la fréquence d'utilisation, le risque vasculaire ultérieur et le risque infectieux et thrombotique. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui de plus en plus favoriser l'écoguidage systématique autant que possible. Alors, dans cette étude américaine sur plus de 500 patients en hémodialyse, on a remarqué que les facteurs qui se sont montrés déterminants en termes de sténose veineuse centrale ont été, ici, la durée du cathéter. Vous voyez, plus le cathéter dure, là, à 1 an,
là entre 1 et 2, 2 et 3, plus de 5 ans, vous voyez que le odds ratio est multiplié par 5 lorsque le cathéter a fait plus de 5 ans. Et l'autre élément important aussi, c'est le nombre de cathéters. Et ça, en général, ça permet aussi des moyens des pays. Je me rappelle, il y a quelques années, à Dakar, quand on n'avait pas les cathéters permanents, on voyait des malades avec 10 cathéters. On enlève, on remet, on enlève, on remet. Et là, vous voyez que là aussi, c'est proportionnel à la fréquence des sténoses de la veine centrale. Alors maintenant, quelle stratégie mettre en œuvre pour un capital veineux à long terme? D'abord, le néphrologue doit identifier tous les patients susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière du réseau vasculaire. Et je pense que individualiser les diabétiques et les personnes âgées, ce serait justice. Parce qu'on sait que déjà, avant d'arriver en dialyse, ils ont un réseau vasculaire très limite. Et au fur et à mesure de leur parcours hospitalier, ce réseau vasculaire est bien endommagé. L'éducation thérapeutique du patient et de son entourage proche aussi va permettre au néphrologue donc de vraiment économiser en termes de capital vasculaire. Alors la sensibilisation du personnel paramédical aussi et des laboratoires revient au néphrologue. Et vraiment, j'avais aimé quelque chose que j'ai vu lors d'une réunion sur les abos vasculaires, c'était au Maroc, j'espère que ça continue. Il y avait une campagne à la télévision, donc d'un spot qui montrait aux gens de laboratoire comment il faut faire. Et ça, c'est extrêmement important et je crois que ce sont des messages comme ça qu'il faut passer et qu'il faut mettre sur des posters au niveau des laboratoires. Et renseigner le bulletin d'analyse aussi de façon explicite. Alors, chaque fois que cela est possible, il faut faire confectionner une fave avant l'entrée en hémodialyse. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que, en tout cas, nous, dans nos conditions de travail, on a moins de 10% des malades qui ont une fistule artério-veineuse préemptive. Parce que tout ça, ça montre que lorsque vous avez 90% de malades qui commencent par un cathéter, ou bien si vous avez plus de 70% de malades qui arrivent en consultation de néphrologie dans les 3 mois qui précèdent l'entrée en dialyse, manifestement, le taux de fistule préemptive va être extrêmement faible. Alors, il faut aussi vraiment changer de paradigme, que les cathéters soient posés avec un guidage échographique. Alors, en l'absence de situation d'urgence, le cathéter tunnelisé permanent doit démarrer l'hémodialyse. Alors, dans nos pays, ce n'est pas toujours évident. Je me rappelle quand je suis rentré au Sénégal et quelques années après, j'ai démarré à poser des cathéters permanents. Déjà, on ne l'avait même pas sur place, il fallait l'importer. Il m'arrivait de partir en voyage et de revenir dans ma valise avec une dizaine de cathéters. Et quand je passais à l'aéroport, ça criait. On me dit, mais qu'est-ce que tu as comme ça? Et là, c'était... Maintenant, on a vu quand même une progression très importante parce que pratiquement, dès la fin de la formation, tous les résidents savent poser le cathéter tunnelisé. Et donc, ceux qui sont en périphérie parviennent aujourd'hui à poser les cathéters tunnelisés. Ce qui fait que nous avons autour de 70%, donc en termes de prévalence du cathéter permanent. Alors, les cathéters simples restent toujours de rigueur, mais il faut les utiliser dans la situation d'urgence absolue, et ça doit être suivi d'un cathéter tunnelisé, déstabilisation du patient. La voie fémorale doit rester la voie de référence en situation d'urgence. Alors, manifestement, il faut proscrire la voie sous-clavière, et comme vous le savez, sa sténose engage le pronostic fonctionnel de tout le membre homolatéral. Alors maintenant, le message le plus important, c'est destiné aux infirmiers, le personnel paramédical. Ce personnel doit savoir parler aux patients avant tout prélèvement, leur expliquer l'importance eux-mêmes d'exiger qu'on leur pique, par exemple, au dos de la main, de pouvoir lire les informations inscrites sur les bulletins d'analyse, mais surtout
d'insister sur le prélèvement sur le dos de la main. C'est vrai que parfois, pour certains personnels, dès que le malade leur dit « fais-moi ça », ça les agace un peu. Mais en fait, tout dépend de la façon dont on doit le dire et qu'on l'aborde avec le personnel, en respectant aussi quelques règles. Alors, il faut de la patience, parce que généralement, les gens n'aiment pas échouer en piquant, ce qui fait qu'ils préfèrent aller là où c'est le plus facile. Attention aux médicaments vénotoxiques. Et là aussi, pour le personnel, aussi bien en néphrologie que dans les autres services, l'injection intraveineuse de fer, d'antibiotiques, de potassium, les chimiothérapies et tout cela sont des produits très vénotoxiques. Et là aussi, on doit avoir une bonne veine avant d'administrer ces genres de produits. Alors, et puis respecter aussi les temps de compression après la ponction. Alors bien sûr, il ne faut pas prélever la veine fémorale et surtout pas les artères, sauf dans des situations particulières que le médecin devra déterminer avec son personnel paramédical. Alors donc, il est recommandé surtout de faire les prélèvements sur le dos de la main. Alors, pour les infirmiers, toujours lorsque la maladie rénale chronique est au stade 5, en particulier, les prélèvements doivent se faire sur les cathéters veineux centraux ou sur les fistules artério-veineuses les jours de dialyse. Pourquoi piquer la veille, etc. Parce que ça pose problème en termes de préservation du capital veineux, surtout s'il n'y a aucune urgence. Il faut privilégier bien sûr le dos de la main et prélever sur fistule artério-veineuse jusqu'à sa fermeture lorsque les malades sont en transplantation par exemple. Mais là aussi, comme vous le savez, il y a des personnes qui peuvent le faire, ce n'est pas tout le monde qui peut piquer sur une fistule artério-veineuse. Mais au mieux, privilégier le dos de la main. Alors bien sûr, il ne faut pas mesurer la pression artérielle sur le bras qui porte la fistule artério-veineuse. Alors pour le patient, il doit être éduqué et informé sur la nécessité de préserver ses veines et éventuellement sa fave. Il doit pouvoir interpeller le personnel médical. Il a besoin d'être rassuré. Il lui est recommandé de faire une pratique sportive régulière, mais surtout de toujours préserver le bras portant la fistule artério-veineuse. Donc pas de mesure de pression artérielle, pas de pose de cathé périphérique, pas de porte de charge lourde. On a vu des malades qui ont eu des accidents parce qu'ils ont eu à taper leur bras qui portait la fistule avec des hémorragies. Et il faut connaître les gestes d'urgence aussi en cas de rupture de fave. Alors, pour terminer, le message, c'est la préservation du capital vasculaire qui est un challenge permanent dans la prise en charge des patients insuffisants rénaux. Cette démarche doit être systématique et s'inscrit dans la gestion à long terme des patients. Le néphrologue est l'un des piliers. Il doit faire de l'éducation thérapeutique, la formation continue du personnel médical et paramédical à la gestion optimisée du capital veineux des patients. Il doit y avoir une bonne collaboration avec les autres spécialistes et en particulier avec les chirurgiens vasculaires. Alors, naturellement, il faut faire des prélèvements sur le dos de la main, utiliser des aiguilles fines, proscrire la voie sous-clavière et éco-guidage systématique des poses de voie centrale, privilégier la voie fémorale pour les procédures endovasculaires. Donc, attention aux cathéters. Les cathéters sont source de sténose et de thrombose et entraînent des dégâts au niveau vasculaire. Je vous remercie de votre attention.